Alors, l'analoxone, on en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Il ne faut pas voir ça comme un simple médicament. Non, c'est bien plus. Une intervention médicale d'une précision quasi chirurgicale, conçue pour agir au cœur même de la crise. Pour faire simple, l'analoxone, c'est ce qu'on pourrait appeler un anti-opioïde. Son rôle, c'est de venir bloquer les effets de substances comme la morphine ou le fentanyl. Il faut l'imaginer comme un interrupteur d'urgence, celui qu'on active pour tout couper net quand une surdose est en train de se produire. Ok, voici notre feuille de route pour tout comprendre. On va commencer par son rôle fondamental d'antagoniste, ensuite on plongera au niveau cellulaire pour voir cette fameuse course pour les récepteurs, puis on parlera dosage, de la surveillance du patient, et on terminera sur l'exercice d'équilibre très délicat que ça représente. C'est parti ? Première étape donc, le terme clé ici, c'est antagoniste des opioïdes. Ça veut dire que sa mission, sa seule et unique mission, c'est de contrer, de s'opposer frontalement aux effets des opioïdes. Maintenant, on change d'échelle. On va regarder ce qui se passe au niveau cellulaire, parce que c'est là que tout se joue. Dans une véritable course, une compétition acharnée pour le contrôle des récepteurs dans notre cerveau. Pour bien visualiser le mécanisme, il y a une analogie qui marche très bien, celle de la serrure et de la clé. Les récepteurs opioïdes dans le cerveau, ce sont les serrures. Les opioïdes, eux, sont les clés qui entrent, tournent et hop, déclenchent leurs effets. Et l'analoxone, dans tout ça, c'est une sorte de passe-partout. Elle a la forme parfaite pour entrer dans la serrure, mais elle ne la tourne pas. Et surtout, tant qu'elle est là, elle bloque l'accès. Aucune autre clé ne peut entrer. C'est ça, un antagoniste compétitif. Et ce passe-partout agit à une vitesse folle. On parle d'1 à 2 minutes pour voir les premiers effets. Mais, et c'est le point crucial à retenir, son action est très courte, 20 à 60 minutes tout au plus. Ça peut paraître un détail, mais on va voir que ça a des conséquences absolument énormes pour la suite. On arrive au protocole de dosage. Et là, attention, on n'est pas du tout dans une approche taille unique. Non, c'est une mission de haute précision. La dose doit être parfaitement ajustée au problème qu'on cherche à résoudre. Et tout dépend de la situation. Par exemple, pour de simples démangeaisons causées par des opioïdes, on va utiliser une microdose. Mais pour une surdose qui met la vie en danger, là, on change complètement de registre. La dose de départ est bien plus forte. C'est la différence entre faire un réglage de précision et appuyer sur le bouton de redémarrage d'urgence. En cas d'urgence, le protocole est très carré. Étape 1, on administre la dose initiale. Étape 2, on évalue immédiatement la réponse. Ça ne suffit pas. Étape 3, on répète la dose toutes les 2 ou 3 minutes. Et si, après avoir atteint 10 mg au total, il n'y a toujours aucune réaction, il faut commencer à se demander si le problème est bien une surdose d'opioïdes. Un autre point fort de l'analoxone, c'est qu'elle est plutôt sociable. Elle s'entend bien avec des dizaines d'autres médicaments utilisés en soins intensifs. C'est un vrai plus dans un environnement aussi complexe. Cela dit, attention, il y a quand même quelques exceptions notables. Et les voici. La liste est courte, mais chaque nom dessus est extrêmement important. Un mélange avec l'un de ces produits peut provoquer de sérieuses complications. C'est le genre d'information qui est absolument vital pour une équipe médicale. Ok, la dose est administrée, le patient respire, mission accomplie? Pas du tout. En fait, le plus gros du travail commence maintenant. C'est la phase de surveillance, et elle est tout sauf une simple formalité. Ce tableau résume bien l'intensité de la chose. Après une injection directe, un bolus, on parle de vérifier les signes vitaux toutes les 2 à 3 minutes au début. C'est énorme. Si le patient est sous perfusion, alors la surveillance est continue. Dans tous les cas, c'est un engagement de tous les instants. Et cette surveillance, elle peut durer longtemps, très longtemps, parfois jusqu'à 48 heures. La question c'est pourquoi? Ça nous ramène à ce qu'on disait. La naloxone agit vite, mais pas longtemps. Si l'opioïde en cause est un produit à longue durée d'action, il est toujours dans l'organisme bien après que la naloxone ait fini son travail. Le risque, que la personne retombe en surdose. On arrive maintenant à la dernière partie, et peut-être la plus délicate de toutes, l'exercice d'équilibre. C'est cette ligne de crête incroyablement fine qu'il faut tenir entre sauver une vie et provoquer une souffrance involontaire. Voilà le risque. Pour une personne dépendante aux opioïdes, la naloxone peut être un choc terrible. Ça peut déclencher ce qu'on appelle un sevrage précipité, c'est-à-dire d'un coup, fièvre, tremblement, tachycardie. C'est une expérience physique extrêmement violente, et c'est évidemment tout ce que les soignants veulent éviter. Cette phrase résume toute la philosophie clinique. L'objectif est de rétablir la respiration, et non de viser un éveil complet. Autrement dit, le but n'est pas de réveiller la personne et de la mettre debout, non. L'objectif vital, c'est de la faire respirer. Juste assez pour la sauver, sans la pousser vers un sevrage brutal. C'est un jugement médical d'une finesse incroyable. Et on termine avec la question qui est au cœur de tout le problème. Si les effets de la naloxone s'estompent en 20 minutes, que se passe-t-il quand les opioïdes qu'elle combat, eux, durent des heures?
Cette course contre la montre, entre un antidote rapide mais bref et un poison potentiellement persistant, c'est ce qui fait que la naloxone n'est jamais juste une injection. C'est toujours le point de départ d'une intervention médicale bien plus complexe.